Et si les cartes du monde qu'on connaît, eh bien, si elles étaient tout simplement devenues obsolètes? C'est de ça dont on va parler. On va voir comment la vraie source du pouvoir mondial a complètement changé de nature et comment les règles du jeu ont été totalement bouleversées. C'est vraiment la question centrale au fond. Et pour y répondre, il faut oser regarder le monde d'un autre œil, aller au-delà des simples lignes qu'on voit sur les cartes. Alors, pour commencer, revenons un peu en arrière. C'est logique, non? Pour piger les nouvelles règles du jeu, il faut d'abord bien comprendre les anciennes. La géopolitique, en gros, qu'est-ce que c'est? C'est l'idée assez simple que la puissance d'un pays, elle vient directement de son territoire. C'est un peu un cercle. La terre donne le pouvoir, et avec ce pouvoir, on contrôle encore plus de terre. Et cette idée, elle a été super bien illustrée par un certain Alfred Mackinder. Son analogie, c'était le jeu d'échecs. Pour lui, c'est simple. La planète est un échiquier géant. Et le centre de cet échiquier, c'est l'Eurasie. Sa théorie, elle tenait en une phrase: qui contrôle le cœur de l'Eurasie, contrôle le monde. Et cette vision des choses, elle a vraiment dominé la pensée stratégique pendant des décennies. Ok, mais que se passe-t-il si le jeu lui-même se met à changer? Si les pièces les plus fortes sur l'échiquier ne sont plus les territoires, mais les idées? Et c'est là qu'on arrive à un nouveau concept, la néopolitique. Ça vient du grec noos, l'esprit. Et là, attention, le paradigme change du tout au tout. La question n'est plus de savoir quelle terre donne du pouvoir, mais quel savoir donne du pouvoir. Une technologie, une info, une seule idée peut devenir comme ça, du jour au lendemain, beaucoup plus stratégique que des milliers de kilomètres carrés de territoire. C'est énorme comme changement. Bon, c'est bien beau la théorie, mais passons au concret. Voyons un peu comment cette nouvelle forme de pouvoir se manifeste dans des situations, disons, à très haute tension. Prenons un cas d'école, très actuel, Taïwan. Si on regarde ça avec les vieilles lunettes de la géopolitique, on se dit que la partie est pliée d'avance. Vraiment, 23 millions de personnes contre plus d'1 milliard. Une petite île qui fait face à un géant continental, le calcul est vite fait non. Sauf que la néopolitique vient complètement changer la donne. Imaginez une seconde. Imaginez que Taïwan développe une technologie de rupture. Des milliers de drones sous-marins, totalement autonomes, capables de mettre hors jeu n'importe quelle flotte d'invasion. Une seule innovation, un seul savoir-faire. Et hop, une attaque classique devient juste impossible. Le rapport de force n'est plus le même. Il est carrément inversé. Allez, autre exemple, on repart dans le passé cette fois. Pearl Harbor, 1941. Quand on y pense aujourd'hui, la décision du Japon d'attaquer les États-Unis, ça paraît être une erreur stratégique, mais monumentale. Alors la question c'est, pourquoi ont-ils fait ça? En fait, leur logique, elle était 100% géopolitique. Tout tournait autour des ressources. Les États-Unis leur coupent le pétrole. Et sans pétrole, impossible de continuer la guerre en Chine. Du coup, ils cherchent. La cible la plus évidente, l'Indonésie, pleine de pétrole. Le problème, entre le Japon et l'Indonésie, il y a les Philippines, qui à l'époque sont un territoire américain. Donc, dans leur tête, pour avoir le pétrole, il fallait d'abord neutraliser la flotte américaine du Pacifique. Logique, enfin, en apparence. Et c'est là que tout s'effondre. Toute cette stratégie, qui a quand même déclenché une guerre mondiale, reposait sur une seule chose, une information manquante, une ignorance, mais capitale. Parce que juste au nord du Japon, l'île de Sakhalin avait, non pas un peu de pétrole, mais 5 fois plus que l'Indonésie. 5 fois plus. Si les Japonais avaient eu cette information, l'histoire du monde aurait été complètement différente. Voilà la puissance de la connaissance. Ou de son absence. Du coup, on voit bien que cette puissance de la connaissance, elle nous met face à un choix fondamental même. Est-ce qu'on l'utilise pour construire ou pour détruire? Et ça amène une idée que je trouve vraiment puissante, le concept d'arme de construction massive. Au lieu de concentrer tout notre savoir sur la destruction, imaginez une seconde si on l'utilisait pour des projets qui transforment le monde. Genre faire reverdir les déserts, construire des ponts incroyables pour relier les continents, ou tout simplement donner de l'eau potable à des millions de gens. C'est ça aussi une forme de pouvoir. Une influence qui se base non pas sur la peur, mais sur la création. Pour qu'on se rende bien compte, prenons un chiffre, juste un chiffre. 1700 milliards de dollars. C'est vertigineux. Et ça, c'est le coût total estimé du programme de l'avion de chasse F-35. Alors, 1700 milliards de dollars, qu'est-ce que ça représente concrètement? Eh bien, avec une somme pareille, on pourrait construire non pas une, mais plus de 10 stations spatiales internationales. On pourrait financer des projets gigantesques de désalinisation pour combattre la sécheresse sur des continents entiers, ou même créer un réseau mondial de trains à très grande vitesse. Le coût d'opportunité, quand on y pense, il est juste dingue. Et tout ça, ça nous amène au dilemme ultime. Parce que le vrai problème aujourd'hui, ce n'est plus tellement d'acquérir de la connaissance. On en a des tonnes.
Non, le vrai défi, c'est d'avoir la sagesse de savoir quoi en faire. Il y a cette citation d'Isaac Asimov qui résume tout ça à la perfection. Il disait en gros qu'une civilisation qui produit beaucoup de savoir, mais peu de sagesse, eh bien elle est condamnée à disparaître. Et c'est exactement là où on en est. On a accumulé un savoir immense, un savoir qui peut nous permettre de construire des merveilles, comme de tout raser. La vraie question, ce n'est donc plus celle du savoir, c'est celle de la sagesse. Et pour l'instant, l'histoire n'a pas encore dit de quel côté on va pencher.